La parole est à Monsieur Jacques Gautier. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, bien que parlant le dernier, vous me permettrez, Monsieur le Ministre, vous dire notre plaisir de vous retrouver au banc du gouvernement et vous souhaiter un franc succès dans cette difficile mission pour laquelle vous aurez des arbitrages encore plus difficiles à prendre. Nous serons à vos côtés, je tiens à vous en assurer. Monsieur le Ministre et Monsieur le Président Deron viennent de nous présenter dans le détail et avec précision le projet de loi portant transposition des directives de ce qu'on appelle le paquet défense, texte technique et complexe qu'ils ont réussi à nous rendre compréhensibles, et je voudrais saluer l'apport pédagogique de notre collègue Daniel Reyner dont je partage la quasi-totalité des réflexions. Dans ces conditions, si vous le permettez, je limiterai mon propos à 6 observations qui prendront la forme de 6 questions et à une proposition. Première question, la base industrielle et technologique de défense française est-elle forte et autonome? La réponse est oui, et j'ajouterai pour l'instant encore oui. Nos industriels ne sont pas les seuls à fabriquer des armes en Europe, mais ils ont la capacité de concevoir et de réaliser de façon autonome la quasi-totalité de la gamme des équipements de défense, de la sécurité, de la paire de jumelles jusqu'aux sous-marins nucléaires, en passant par les centrales inertielles à résonance magnétique. Les seuls équipements que nous achetons sur étagère correspondent soit à du matériel de transition intérimaire, dans l'attente d'équipements français, je pense aux drones MAL ou aux missiles sol-sol Javelin, soit à des besoins très limités en nombre qui ne permettent pas une réalisation nationale comme les avions Hawkeyes ou AWACS. Chaque pays a ses forces et ses faiblesses industrielles. La BITD est incontestablement partie de nos forces. Deuxième question, est-il important d'avoir une BITD forte? En Europe, la réponse est nuancée. Certains pays n'en ont ni les moyens, ni la volonté. La question ne se pose pas pour eux. C'est le cas de la majorité des pays entrés récemment dans l'Union. Pour eux, l'indépendance se trouve dans l'Alliance Atlantique. D'autres pays, je pense en particulier au Royaume-Uni ou à la Suède, mais aussi à l'Italie, ont traditionnellement considéré, comme nous, que l'indépendance supposait de disposer de ses propres arsenaux. Aujourd'hui, pourtant, avec la mondialisation de l'économie et les partenariats transatlantiques, bon nombre de leurs industriels sont autant américains qu'européens. Est-ce que cela affecte leur indépendance? C'est à leur gouvernement de répondre à cette question. Le choix que nous, Français, avons fait est tout autre. La France, depuis le début de la Ve République, et je dirais même avant, a toujours considéré que la BITD était l'un des 5 éléments qui fondent cette indépendance, avec le siège au Conseil de sécurité de l'ONU, la force de dissuasion nucléaire, une capacité de renseignement autonome et une armée polyvalente répondant strictement à nos besoins, mais capable de se projeter à l'étranger, seule ou en coalition. Oui, il est important, mes chers collègues, d'avoir une BITD forte. Elle est un atout pour l'autonomie stratégique et un enjeu économique et social majeur. Je rappelle que la BITD représente entre 160 000 et 300 000 emplois directs et au moins autant d'emplois indirects, emplois fortement qualifiés et faiblement délocalisables. Troisième question, la BITD nationale, en particulier la nôtre, sont-elles menacées par la crise actuelle? La réponse est clairement oui. C'est un enchaînement bien connu que j'appellerai, Monsieur le Ministre, la valse à 4 temps des équipements militaires. Premier temps, avec la fin de la crise, reviennent les disciplines budgétaires. Il va falloir soit augmenter les impôts, soit réduire les dépenses, et peut-être les deux. Deuxième temps, parmi les dépenses de l'État, le budget de la défense est financièrement important
est politiquement plus facile à diminuer que d'autres. C'est un TOTB, terrible objet de tentation budgétaire. Troisième temps, au sein du budget de la défense, les équipements militaires sont les plus faciles à réduire, d'autant que la réduction des dépenses de fonctionnement a déjà atteint ses limites et que tout a été tenté. Déflation des effectifs, mise en place des bases de défense, externalisation. Quatrième temps, nous pénalisons ainsi l'avenir avec des programmes reportés, décalés ou annulés. Nos troupes se retrouvent mal ou sous-équipées et je dirais que nous avons déjà fait dans le passé l'expérience de ce non-choix. Quatrième question, les directives du paquet défense que nous étudions en ce moment vont-elles dans le bon sens? Là encore, la réponse est oui. La directive TIC va fluidifier les procédures et réduire, si je peux me permettre l'expression, la paperasse. Ça sera incontestablement un gain pour nos industriels qui se plaignaient depuis longtemps des lourdeurs des procédures. La directive MPDS va imposer une plus grande ouverture des marchés de défense et restreindre, cela a été dit, le champ des marchés protégés. Elle va donc accroître la concurrence et exercer normalement une pression à la baisse sur le coût des équipements de défense. Par les temps qui courent, personne ne s'en plaindra. Tout cela est donc positif, étant entendu que c'est surtout la directive MPDS qui potentiellement peut avoir des effets structurants sur le marché européen des équipements de défense et la création d'une BITDE. Pour qu'elle joue à plein, il faut que deux conditions soient remplies. La première, c'est que tous les pays européens jouent le jeu, c'est-à-dire qu'ils ouvrent véritablement leur marché, et cela dans les mêmes conditions que nous. La seconde est qu'ils ouvrent les marchés préférentiellement à des opérateurs économiques européens. Sur la réalisation de la première condition, l'avenir nous le dira. Les plus optimistes d'entre nous pensent que cela se fera tôt ou tard sous l'influence de la jurisprudence de la CJUE, M. Chevènement l'a déjà évoqué. Et donc, le champ d'application de l'article 346 devrait progressivement se réduire. Sur la réalisation de la seconde condition, permettez-moi de vous dire que je n'y crois pas. Car si les États européens avaient voulu créer une BITDE, ils auraient accepté d'imposer une clause de préférence communautaire. S'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils veulent continuer à acheter des équipements américains, comme vient de faire la Suède, avec l'achat de 15 hélicoptères Black Hawk de Sikorsky, au détriment des hélicoptères Caracal d'Eurocopter. C'est une réalité que nous devons prendre en compte. Cela doit attirer notre attention, mes chers collègues, parce que si le champ de l'article 346 se restreint d'une part, sans que la préférence communautaire le compense, le risque est grand qu'à terme, on débouche sur une base industrielle et technologique de l'OTAN et non pas sur une base industrielle et technologique de l'Europe. C'est un risque que nous ne devons pas méconnaître. À cet égard, je voudrais féliciter le président de Rohan d'avoir précisé dans le texte du gouvernement à l'article 37.2, devenu grâce à vous, Monsieur le Président, 37.3 de l'ordonnance du 6 juin 2005, ce texte, grâce à vous, affiche clairement une préférence communautaire. C'est notre droit, mais une préférence, nous le savons, non obligatoire, que nos acheteurs publics écarteront quand ils le voudront et comme ils le voudront, dans un libre exercice de la souveraineté de l'État. Ce qui m'amène à ma cinquième question. En supposant que les directives du paquet défense produisent leur plein effet, cela suffira-t-il à créer l'Europe de la défense? Tout le monde sait que l'harmonisation des conditions de l'offre est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Ce qui fait la force, et cela a été rappelé, des industriels américains, c'est le fait de disposer d'une part d'un vaste marché avec une harmonisation de la demande. Pour qu'un marché pareil existe en Europe, il faudrait que tous les États européens fassent le même effort de défense, et vous conviendrez que c'est loin, très loin d'être le cas. Deuxièmement, qu'il existe, sinon un état-major européen, du moins une coordination des états-majors susceptibles de se mettre d'accord sur les besoins d'armement et sur le calendrier des remplacements. Troisièmement, même si cet état-major existait, cela ne suffirait pas, car la définition des armements dépend des doctrines d'emploi et que ces doctrines d'emploi
Exemple, défense du territoire ou corps expéditionnaire, capacité offensive ou défensive, rôle plus ou moins important de la marine, dissuasion nucléaire ou pas, dépendent in fine des politiques. Or, pour que les politiques puissent faire des choix, il faudrait qu'il existe une instance d'arbitrage au niveau européen, instance qui n'existe pas. En clair, il n'y aura pas d'Europe de la défense tant qu'il n'y aura pas d'Europe politique, et alors même que jamais les outils à la disposition des gouvernements n'ont été aussi importants, jamais le souffle constructeur n'a été aussi faible. Je voudrais à cet instant, Monsieur le ministre, saluer l'initiative de votre prédécesseur qui a voulu donner plus de poids, de cohérence, de régularité et, je l'espère, de pouvoir à la réunion des ministres de la Défense européens. Sixième question, que faire? Je viens de dresser le constat. Notre BITD nationale est forte. Elle est essentielle pour l'indépendance de notre pays, les emplois, la recherche et le développement. Deuxièmement, les directives du paquet défense, même si elles vont dans le bon sens, ne suffiront pas à la préserver. Il n'existe à court terme aucun espoir de créer une véritable Europe de la défense. Dans ces conditions, la solution la plus raisonnable, et le président de Rouen l'a évoqué, est de rechercher un accord, je dirais un pacte fondateur avec le seul État qui soit dans la même situation que nous, avec la poursuite des mêmes objectifs. Ce seul État, vous le connaissez, c'est la Grande-Bretagne. C'est pourquoi les accords de Londres en novembre dernier vont dans le bon sens et que je soutiens pleinement le président de la République dans cette voie qui vise à constituer des noyaux durs d'une coopération permanente structurée auxquels pourront s'agréger, selon les programmes et les besoins, d'autres pays européens. Je pense bien sûr à l'Italie, à l'Espagne et à l'Allemagne. J'ai beaucoup parlé de bases industrielles et technologiques de défense. Pourtant, les secteurs de la défense, de l'aéronautique, du nucléaire, du spatial et de la sécurité ont des synergies et des transversalités très nombreuses et sont les fondements mêmes de notre indépendance nationale. Et les industriels qui les composent s'adressent principalement à des clients publics ou parapublics pour satisfaire à des besoins à forte dimension étatique. Voilà pourquoi je voudrais proposer, même si nous nous intéressons aujourd'hui aux questions de défense et de sécurité, que nous dépassions le cadre trop restrictif de la BITD pour parler dans le futur de BITS, base industrielle et technologique de souveraineté. Ce texte, Monsieur le ministre, que le groupe UMP va voter, représente un petit pas dans le développement d'une BITS peut-être européenne, et je nous invite tous, Monsieur le ministre et mes chers collègues, à poursuivre nos efforts pour que ce petit pas soit le premier d'un long parcours. Je vous remercie.